Alors bonjour à tous, déjà merci d'être ici, ça nous fait plaisir. On va commencer par faire une petite présentation, même si ça a déjà bien commencé, histoire que vous sachiez un peu qui on est, même si on n'aura pas le temps de savoir qui vous êtes tous, malheureusement. Pour ma part, du coup, donc je m'appelle Julien Belourgurlet, c'est marqué ici, le nom est un peu long. À la base, je ne suis pas du tout du domaine de l'hypnose, je suis manager du coup, et je suis venu à l'hypnose parce que j'y croyais pas. Donc sûrement comme quelques personnes ici qui sont assez sceptiques, j'ai été parmi vous à cette époque-là et je me suis lancé le défi justement de m'intéresser à l'hypnose et que si j'arrivais à hypnotiser quelqu'un, je pourrais commencer à y croire. Donc si je suis ici devant vous, c'est que ça a fonctionné. J'avais beaucoup, le fait que ce soit utilisé justement dans des hôpitaux, que ce soit utilisé au niveau de la médecine, ça crée chez moi en fait plein d'interrogations. Et du coup, j'ai voulu en fait étudier le sujet parce que je me disais il y a quelque chose d'intéressant derrière. Donc petit à petit, à force de lire des bouquins, de m'intéresser au sujet, de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait et de pratiquer du coup par la suite, c'est là où j'ai pu connaître Nicolas du coup dans ce qu'on appelle de l'hypnose de rue. C'est quelque chose qu'on vous expliquera pendant cette conférence quand on vous détaillera un peu tous les domaines d'utilisation de l'hypnose. C'est ce qui m'a amené à justement croiser la route de Nicolas et à monter ensemble des conférences. On est maintenant formateurs aussi ensemble sur des formations dont on pourra vous parler aussi, et à monter toutes sortes d'ateliers ou du coup de conférences qui vont permettre justement de démystifier l'hypnose, de comprendre un peu mieux ce que c'est, parce que derrière un mot, en fait, il y a juste beaucoup d'interrogations, et d'apprendre voilà, à connaître un peu comment ça fonctionne chez nous, et surtout vraiment qu'est-ce que c'est. Donc j'espère en tout cas que vous apprécierez la conférence, et je vais laisser Nico se présenter à son tour. Bonsoir, je suis Nicolas Delage. Comme il disait Liliane, en fait, moi, je suis pas du tout arrivé dans l'hypnose pour commencer. Donc, comme il disait, en fait, j'étais informaticien à la base. Donc, très cartésien, très terre à terre. Et en fait, ce qui m'a amené à l'hypnose à la base, moi, ça a été des recherches sur des moyens alternatifs de gestion de la douleur. Donc, pour mon père qui était très malade. Et en fait, plusieurs fois, j'ai vu passer des revues sur l'hypnose. Et en fait, vu que j'y croyais pas du tout, comme la plupart des gens, en fait, à chaque fois, je passais à la trappe, donc j'oubliais, puis j'allais voir d'autres choses. Jusqu'au jour où en fait je suis tombé sur un article qui en fait était une publication médicale, donc faite par des vrais médecins qui connaissaient leur métier, donc c'était un article américain, où je me suis dit si c'est des médecins qui l'ont fait, c'est peut-être pas que des conneries. Donc du coup je me suis quand même intéressé, j'ai quand même recherché un petit peu, j'ai vu qu'est-ce qu'ils avaient fait comme recherche, qu'est-ce qu'ils avaient testé, et c'est là que j'ai vu effectivement, même si c'était pas quelque chose de magique, que ça fonctionnait. Que chez certaines personnes, plus que chez d'autres, il y avait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le cerveau. Et en fait, c'était vraiment les prémices de l'hypnose. Donc, c'était à une époque où on savait que ça existait, mais encore, il n'y avait pas beaucoup de recherches. Les scientifiques, les médecins, c'était pas, ils s'y penchaient pas dessus à fond. Et en fait, j'ai testé, tout simplement. J'ai testé et j'ai vu qu'effectivement, ça fonctionnait. Donc, sur moi, un peu moins, parce qu'à l'époque, j'étais un petit peu moins réceptif. Et je me suis dit, banco, je vais voir. Je suis monté à Paris, j'étais dans une école qui forme à l'hypnothérapie. Et je me suis dit, je vais bien voir ce que ça donne. Donc c'est une formation qui se faisait sur plusieurs semaines, donc avec plusieurs modules. Donc au début, ils nous apprennent des techniques d'hypnose, puis après, comment le mettre en pratique. Et à force de pratique, à force d'apprentissage, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui existait, quelque chose de vraiment puissant. Donc, vu que j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et ça tombait bien parce que j'étais à une époque de ma vie où en fait l'informatique, l'entreprise dans laquelle j'étais m'a un petit peu dégoûté, on va dire, de ce qui était pour moi une passion. Donc l'informatique était une passion comme l'hypnose aujourd'hui est une passion. Je me passionne pour beaucoup de choses. Mais du coup, je me suis dit je vais me lancer là-dedans, je vais voir un petit peu. Et du coup j'ai ouvert mon cabinet. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui légalement en France, l'hypnose n'est pas quelque chose qui est reconnu, qui est encadré. Donc n'importe qui peut se dire hypnothérapeute, n'importe qui peut se lancer dans l'hypnose, malheureusement. Et donc j'ai ouvert mon cabinet donc sur Fontanil, ça fait maintenant un petit peu plus de 3 ans. Donc j'ai commencé à avoir quelques clients. Donc ce sont des clients, vu que je ne suis pas médecin, ce ne sont pas des patients. Et en fait, j'ai vu que les gens qui venaient me voir, ça fonctionnait. Ils venaient pour arrêter de fumer, ils venaient pour des troubles alimentaires, pour plein de petites choses, du stress, beaucoup de choses. Et plus ça allait, et plus c'était des choses qui pouvaient paraître complexes ou autres. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à me renseigner donc, sur tout ce qui était médical. Donc suivre un petit peu les évolutions de la recherche de la médecine par rapport à l'hypnose, ce qui a fait aussi évoluer mes croyances, parce que ce que j'ai appris à l'époque dans cette école-là a totalement changé. Maintenant, j'ai une vision qui est totalement différente, qui est totalement évoluée, qui est totalement changée. Et puis,
sur ces entrefaites, entre-temps, je me suis aussi formé à de l'hypnose ludique. Donc comme disait Julien, c'est de l'hypnose qu'on appelle de rue. Le but, c'est simplement d'aller dans la rue, on vient avec nos pancartes et on propose aux passants de vivre juste un moment sympa pour découvrir quelles sont les capacités de leur cerveau. Donc c'est juste à travers des petits jeux tout simples, il n'y a pas de séance thérapeutique, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste de s'amuser. Donc s'amuser, c'est découvrir qu'en fait on peut avoir une main qui lève toute seule alors qu'on n'a rien décidé, que ça se fait vraiment sans contrôle entre guillemets. On va revenir là-dessus. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Donc je suis revenu sur Grenoble. Enfin, j'ai été formé là aussi à Paris. C'est là comme disait Julien, c'est là où j'ai rencontré Julien. Donc on a pratiqué pendant pas mal de temps. Comme il disait, on a lancé pas mal de projets. Donc que ce soit des formations donc en auto-hypnose, qu'on pratique très très régulièrement, que ce soit des formations d'hypnose de rue aussi. Plein de petits ateliers, on essaie de faire aussi un maximum de conférences pour démystifier, dédiaboliser, expliquer vraiment ce que c'est l'hypnose. Parce que malheureusement, aujourd'hui, la vision qu'on a de l'hypnose, c'est cette vision du spectacle. C'est Mesmer qu'on voit à la télé, c'est Cyril Arnoux, c'est des gens qui sont sur scène et qui font la foule ou qui font Skippy Kangourou. Et malheureusement, les gens n'ont que cette vision. Et c'est navrant parce que ça, c'est 95% de spectacle et à peine 5% d'hypnose. Alors qu'au final, l'hypnose, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça peut aider à beaucoup de choses, que ce soit au niveau de soi-même pour son cerveau, pour accompagner les autres, que ce soit dans le travail. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai su faire de l'hypnose, j'ai pas quitté mon travail immédiatement, il y a eu plusieurs mois. Et pendant ces quelques mois, c'est là aussi où je me suis mis à l'auto-hypnose. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Ça m'a pas remotivé à rester dans mon travail. Mais par contre, c'est tout bête. Mais avec l'hypnose, on peut faire des micro-siestes sans que ça se voit. Poser dans le PC, et puis c'est très bête. Mais il n'y a pas encore de formation pour ça. En fait, c'est vraiment très pratique. Typiquement, après le repas, quand je pense que certains d'entre vous le vivent, le petit moment de digestion où on n'est pas bien, on sent un peu partir, on prend 30 secondes, on a les yeux ouverts, on est toujours conscient, on est toujours là, mais c'est juste qu'on se met dans un état où on va récupérer de l'énergie. Et au bout de 30 secondes, on revient et on est en pleine forme et on peut enchaîner toute l'après-midi. On est à 30 secondes, moins si vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez. En fait, c'est un travail vraiment qui se fait, mais en fait, il faut savoir que l'hypnose, vous allez souvent entendre que c'est du lâcher-prise, que c'est du laisser-aller, c'est vrai. Mais pour moi, avant tout, l'hypnose, c'est cette capacité de reprendre le contrôle de votre propre cerveau. C'est quelque chose que malheureusement, on ne nous a pas appris à l'école. Ça commence à venir, surtout dans certains pays. Mais en fait, notre cerveau, on ne sait pas l'utiliser. Et c'est vraiment ça la plus grosse problématique, c'est qu'on ne sait pas comment il fonctionne. Quand on est à l'école, on nous a appris les choses d'une manière très carrée, très tout le monde pareil. Alors qu'au final, même si on est tous pareils, qu'on est tous humains, on est tous uniques, on est tous différents. Et ce qui est important, c'est de savoir comment vous êtes capable de reprendre le contrôle de votre cerveau et d'appréhender les choses de la vie, du travail, totalement à votre manière, pour que ça se fasse d'une manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus profonde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sont capables d'apprendre des choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fortement, en sortant, on va dire, de ce cadre qui est figé par, on va dire, notre société. Même si on ne rejette pas ce que fait la société, on peut aller plus loin. Et en fait, c'est vraiment ça le but, c'est de se dire, ok, moi, je suis capable de comprendre que mon cerveau, il fonctionne comme ça. Par exemple, si je vois quelqu'un qui écrit un tableau, le fait de lire, je ne retiens pas. Le fait d'écouter ce que le professeur me dit, ça ne rentre pas non plus. Par contre, si j'arrive à ressentir ce qui se passe quand je suis en train de faire quelque chose, que je manipule ou autre, là, j'arrive à le retenir et je suis capable de le reproduire, je suis capable de le refaire. C'est génial, ça veut dire que vous êtes kinesthésique. Et en fait, c'est vraiment de trouver comment fonctionne votre cerveau pour pouvoir l'utiliser et aller beaucoup plus loin. À savoir par exemple qu'à l'école, en fait, on vous apprend justement à prendre des choses de manière linéaire, on vient couper toute imagination là-dedans. Pour mon côté, je fais aussi de l'hypnose expérimentale, donc ça va être juste expérimenter les choses sous hypnose et voir jusqu'où on peut aller. Et j'ai par exemple pas mal travaillé sur la mémoire et remettre de l'imagination dans notre manière d'apprendre les choses. On se rend compte en fait qu'à l'école, on nous donnait un texte qu'on avait recopié à la main, que le prof avait dit à l'oral et on devait apprendre ça ligne par cœur. Donc on ne venait pas créer par exemple des images ou des choses, des moyens mémotechniques, on ne venait pas utiliser justement toute cette partie imaginaire du cerveau et au contraire on venait un peu la brider. Et juste en fait de se dire qu'on est capable de relibérer son imagination, utiliser son imagination pour apprendre ou même pour plein d'autres choses, ça va nous donner beaucoup plus de possibilités. Et quelque part, l'hypnose c'est peut-être ça en fait aussi, c'est peut-être savoir et réapprendre à imaginer. Est-ce que vous savez comment a fait la personne qui a aujourd'hui le record mondial, le Guinness, du nombre de décimales de pics qui ont été apprises. Cette personne-là, en fait, s'imagine, c'est une personne, donc c'est Daniel Tamé, c'est une personne qui est autiste Asperger,
Mais au-delà de ça, c'est une personne qui est synesthète, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des fusions de sens. Il est capable de sentir une couleur, par exemple, avoir une odeur pour une couleur. Et en fait, cette personne-là est capable, pour retenir des décimales de pi, de se créer un paysage visuel des décimales. Donc en fait, il va y avoir des montées, des descentes, il y a des endroits qui vont être plus sombres, d'autres qui vont être colorés, d'autres qui vont... Il va ressentir certaines émotions à certains endroits. Et juste le fait, en fait, de mixer tous ces sens, il va être capable de vivre le chiffre pi, en fait. Là où nous, on va devoir l'apprendre. Il y a une sacrée mémoire, parce que bon, comme il y a, je sais pas combien, de milliers, de centaines de... Oui, mais par exemple, si tu fais une balade en forêt, tu es capable de la faire 2-3 fois et de te rappeler le chemin par cœur, en fait. Juste en revoyant des choses. C'est des choses qu'on fait tous dans la vie de tous les jours, mais qu'on ne sait pas appliquer, en fait, à d'autres choses. Parce que apprendre une suite de chiffres, c'est quelque chose de linéaire, on nous a appris à le faire linéairement. Si on remet de l'imagination là-dedans, si on apprend justement à jouer avec notre imagination, à jouer avec nos sens, on est capable de choses extraordinaires. Et la façon dont notre cerveau autiste fonctionne, on peut le recréer dans un cerveau, entre guillemets sain, simplement par de l'imaginaire. C'est exactement ça. En fait, on est capable de recréer des choses différentes. Une personne qui n'est pas synesthète, qui a ses sens bien définis, ok, bah, si j'ai un goût, c'est dans la bouche, si j'ai une odeur, c'est dans le nez. Ça, on peut le modifier. C'est ce qu'on fait quand on fait de l'hypnose expérimentale, même en hypnose de rue. On est capable, chez les personnes très réceptives, il faut savoir que vous êtes tous réceptifs, mais à différents niveaux, et ceux qui le sont très peu, vous pouvez le devenir très. Vous pouvez devenir très réceptif. Et ben, il suffit simplement d'augmenter ce taux de réceptivité pour être capable de modifier vos sens. Moi, j'étais à la base très peu réceptif, comme je vous disais. C'est-à-dire que rien que pour avoir une lévitation de main, donc une main qui s'élève comme ça toute seule dans les airs, c'est des choses qu'on fait en moins de 10 secondes dans la rue parfois. Ça peut aller très très vite. Et chez 95, voire plus, donc % de la population. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors que, à la fin de ma formation, j'ai eu une synesthésie qui s'est créée naturellement. C'est-à-dire que je pouvais sentir, donc avec mon nez, des couleurs. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une odeur de café, je sentais du vert. Ça paraît complètement fou d'expliquer ça. Pour ça, quand on discute, on passe un peu pour des gens barjots, mais on est habitué. Et en fait, il faut savoir que votre cerveau, il en est capable. Et pourtant, mon cerveau, il va bien. C'est juste qu'à un moment donné, il a décidé de faire ça pour une raison qui lui appartient. Et c'est que maintenant, je l'ai gardé, cette chose-là. Est-ce que ça me sert à quelque chose, là, actuellement? Ouais, ça m'amuse. Est-ce que ça a vraiment une utilité au niveau de mon travail, au niveau... Non, peut-être pas, mais en tout cas, je suis content que mon cerveau l'ait fait, parce que je sais que si je devais en créer une autre synesthésie, par exemple de voir des couleurs à la place de chiffres ou de voir un paysage, je sais que ça me demanderait beaucoup de temps. Et voilà, mais chacun va à son rythme, chacun se surprend de son cerveau, et c'est vraiment ça le cas avec l'hypnose, c'est que vous en êtes tous capables. C'est qu'on a... En fait, c'est une modification de tes perceptions des choses. Donc, tu vas percevoir quelque chose et l'encoder différemment, en fait. Quand tu vois une couleur, des fois, juste une couleur, ça peut te rappeler une émotion, par exemple. Donc, tu as déjà une synesthésie, par exemple. J'ai un truc tout bête, mais une personne qui s'est mariée avec sa femme qui était en robe rouge, et que ce moment est le moment le plus beau de sa vie, la couleur rouge va créer une émotion, quelque part. Alors que ce n'est qu'une couleur, c'est quelque chose de visuel. Et à ce moment-là, ça peut rappeler un souvenir ou ça peut créer quelque chose à l'intérieur qui va être différent de quelque chose de visuel. Donc on est tous plus ou moins synesthètes à notre niveau, en fait. On est tous capables de dire le mardi c'est vert. Ou de dire, par exemple, si je te demandais quelle était la couleur de la voix de ta mère. Des fois, il y a une couleur qui vient comme ça. Et en fait, on est tous plus ou moins sensibles, en fait, à modifier nos perceptions. Et on a tous déjà vécu une modification de perception. Mais là, ça va être vraiment amplifier la chose pour venir mélanger les sens et ressentir plusieurs choses en même temps sur une perception donnée. Après, pour répondre à ta question, on a remarqué qu'effectivement, il y a certaines choses que certaines personnes synesthètes pouvaient voir de la même manière, des couleurs qui vont venir. Il y a des études, elles sont encore trop rares aujourd'hui pour être certains, et c'est pour ça qu'on ne se prononce pas, mais effectivement, il y aurait peut-être quelque chose lié à du champ magnétique des choses, donc on ne sait pas encore, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais peut-être que. Donc, mais encore une fois, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, la plupart des choses, ce sont des choses dont on est sûr, enfin sûr actuellement en tout cas, qui vient vraiment de la science, qui vont sûrement évoluer dans les prochaines années. Par contre, sur les choses qui sont un petit peu entre deux, voilà, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir vous donner des informations, mais en tout cas, on ne va pas vous dire c'est sûr, c'est comme ça, parce que même nous, on n'est pas sûr. Et on n'est pas là pour vous partager nos croyances, on est là pour vous partager des faits. Donc voilà. Donc au final, peu importe, et c'est comme ça qu'on finira la conférence pour ceux qui le veulent, ça sera de tester un petit peu votre réceptivité, et de savoir que même pour une personne qui est très peu réceptive, avec force de travail, que ce soit par l'auto-hypnose, par le jeu, peu importe, vous êtes capable de vivre des choses extraordinaires. Moi, il m'a fallu plus d'1 an d'auto-hypnose pour être capable de me créer des anesthésies à la volée. Aujourd'hui, je suis capable de le faire, alors que c'était totalement impensable il y a 5-6 ans.
Une anesthésie, à la volée, juste comme ça. Si jamais je me fais mal, je décide de faire partir la douleur et ça part immédiatement. Et pour moi, c'était totalement impensable. J'ai des collègues, pareil, qui se sont fait opérer sous hypnose, d'eux-mêmes. Donc il y a toujours un anesthésiste à côté, effectivement, mais on en est tous capables. Notre cerveau est câblé pour le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, vous ne savez pas encore comment. Ce qu'il faut dire pour la douleur, c'est juste un message qui est envoyé. On a la possibilité d'interpréter ou non le message. En fait, c'est juste un signal électrique. Est-ce qu'on veut l'interpréter d'une certaine manière ou pas, ou ne pas l'interpréter, ou même ne pas dégager le signal électrique. Enfin, quelque part, le cerveau, du coup, c'est lui qui va interpréter le message et donner une réponse là-dessus. Quand vous mettez votre main sur une plaque brûlante, vous allez ressentir la chaleur et vous allez avoir un réflexe même avant de ressentir en fait la chaleur. Donc quelque part, vous avez déjà votre cerveau qui est habitué à avoir une réaction à un stimuli de base. Et cette réaction, si vous l'avez apprise, si vous l'avez conditionnée, vous êtes capable de la déconditionner ou de la modifier. Ça paraît logique comme ça. En fait, il y a une question qui a été posée il y a quelque temps, c'est est-ce que le libre arbitre existe? La réponse a été claire, c'était non. Le libre arbitre n'existe pas. La réponse que vous attendez, ou le choix que vous faites, est pris 300 millisecondes avant que vous en ayez conscience. Ça veut dire que votre cerveau est beaucoup plus rapide que ce que vous avez conscience. Et en fait, c'est tout le principe de l'hypnose. C'est de reprendre, comme je vous disais, le contrôle de votre propre cerveau. De dire, ce libre arbitre, est-ce que je suis capable de le reprendre? Est-ce que je suis capable d'avoir conscience de ma réponse avant même qu'elle soit prise? Est-ce que je suis capable de dire à mon cerveau, non, tu ne vas pas prendre en compte ce signal avant même que ce signal soit envoyé? Et c'est vraiment ça où justement vous allez reprendre du contrôle. Ça va être modifier vos habitudes, modifier en fait tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes petit, en fait, toutes les habitudes, toutes les choses, ça peut être même au niveau du travail. Il y a beaucoup de choses, de choses qu'on va répéter dans un travail et qu'on va être habitué à faire. Et à un moment, on a envie de changer nos habitudes, changer notre mode de réaction. En fait, et c'est comment accéder à ces choses-là qui sont profondes pour venir les modifier, les faire évoluer justement pour avoir, dans la thérapie en tout cas, pour se sentir un peu mieux avec soi-même, avec ce qu'on est au plus profond du coup. Et ces réactions qu'on a construites tout autour.